Québec. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la joie d'accueillir le docteur Claude Grange. Bonjour Claude Grange, merci d'être là, alors que vous venez de Houdan quand même. C'est toute une longue route pour venir. Vous étiez déjà venu justement avec l'association Rivage, car vous êtes un des grands formateurs de cette association et également vous êtes membre de leur conseil d'administration et vous appartenez aussi à la Fondation Diaconesse d'Orly pour un sujet qui, vous allez le voir, d'une certaine manière nous concerne tous, puisqu'il s'agit de la famille face à l'accompagnement de fin de vie, c'est-à-dire face à celui qui est en train de partir, quel que soit son âge. Et au fond, il y a lui qui part, qui a peut-être en grande souffrance, ou a quitté la vie, mais la famille, ce sont ceux qui restent et qu'il faut accompagner. Et vous êtes ce médecin qui a toute votre vie très préoccupé, parce que vous l'avez vécu de manière très proche. Donc on va voir avec vous ce que ça représente pour vous. Et vous faites des formations. Vous avez d'abord médecin-chef, vous avez pratiqué cet art d'accompagner les familles et les mourants. Vous l'avez vécu dans votre quotidien, vous avez monté des formations avec le personnel de Houdan, et maintenant, j'ose pas dire que vous êtes à la retraite, parce que vous avez changé d'activité, vous êtes formateur pour tout ce type d'accompagnement des fins de vie, quel que soit celui qu'on accompagne. Tout à fait. Moi, je pense que c'est important de transmettre un petit peu cette expérience, parce qu'il y a quand même un constat qui est une réalité dans les rapports du professeur Sicard, dans tous les rapports du comité d'éthique, c'est qu'on meurt encore en France dans des conditions inacceptables. Et voilà, donc il y a du travail, il y a à former donc les accompagnants, et les premiers accompagnants, c'est en effet le personnel soignant. Et puis, il y a aussi les familles, parce que dans cette relation triangulaire entre le malade, le patient et la famille, quelquefois, ça tiraille beaucoup, puisque on s'aperçoit que très souvent, les familles sont dans des intérêts ou des objectifs qui peuvent être différents. C'est-à-dire, par exemple, rien que sur l'annonce. Sur l'annonce, les familles viennent nous dire « Ah, surtout, docteur, il ne faut rien lui dire, il ne supportera pas. » C'est bien qu'eux ne supportent pas, en fait. Oui. Et croyant bien faire, tout le monde se protège. Donc, moi, je pense que la personne, elle doit être sujet de soins, et pas objet de soins, mais comment être sujet de soins quand on a caché la vérité, et surtout à une personne qui veut l'entendre, parce qu'on respecte aussi des personnes qui ne souhaiteraient pas avoir une information, mais par contre, les personnes qui se posent des questions, il ne faut pas être tenu par quelquefois des familles qui nous imposent, surtout ne lui dites pas. Alors si, on va prendre ce cas, surtout si une famille vous dit, surtout ne lui dites pas, si vous sentez que votre malade est prêt ou souhaite le savoir, vous lui expliquez. Ah, bien évidemment. Et le problème, c'est que beaucoup de médecins et d'équipes soignantes ne tiennent pas cette position et vont dans le sens des familles. Et ça, je trouve ça assez catastrophique. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, les familles dans les hôpitaux ont été mis de côté. On sait bien que par rapport aux informations, au dossier médical, il est très difficile d'avoir des informations. Et alors maintenant, on voit ce processus inverse, comme si le curseur va un petit peu d'une extrémité à l'autre. Eh bien, c'est les familles qui prennent le pouvoir à l'hôpital ou dans les institutions, dans les EHPAD. C'est les familles qui exigent aux médecins de continuer la chimiothérapie, de faire la transfusion, de perfuser. Mais il faut lui donner à manger, vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas le laisser. Et quelquefois, donc, le malade, il ne mange que pour faire plaisir à la famille, alors que c'est insupportable pour lui. Et là, il y a un véritable problème. Il y a justement à donner toutes ces explications aux familles, c'est-à-dire qu'on accompagne une personne en fonction de ce qu'elle souhaite, elle, et pas en fonction de ce que souhaitent les familles. Et surtout, la famille est confrontée à la disparition, enfin à la mort de quelqu'un. Alors justement, peut-être que d'abord, on va dire que vous avez un site. Alors, vous êtes très très complet. Vous avez un site cg-form.com. Donc le site est
est très bien fait, un beau site. Site sur la formation. Sur la formation. Et puis vous êtes sur la chaîne YouTube sous le nom de Yodo. Yodo Oudan. Voilà. Alors, Y-O-D-O, Yodo Oudan. You only die once. On ne meurt qu'une fois. Voilà. Donc, au fond, le problème, il est posé rien que par ce mot-là. Et puis, vous avez écrit autrefois un livre qu'on peut encore trouver peut-être par Amazon chez Bayard, la médecine de... Médecin de l'inguérissable. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 points. Et vraiment, on vous voit parler aux malades dans le site. Enfin, c'est très, très bien fait. Alors, et vous allez voir, on va le dire déjà tout de suite et nous le redonnerons en fin d'émission, vous allez donner un conférence débat au centre 8, qui est donc le centre autour des diaconesses à Versailles, 8 rue de Porte du Buc, qui est juste à la sortie du train de Versailles, la famille face à l'accompagnement de fin de vie, donc où vous parlerez, vous expliquerez votre point de vue, mais qu'on a déjà avec vous aujourd'hui, et ça a lieu le mardi 7 mars à 20h30, et on le redonnera bien sûr sur notre radio très régulièrement. Alors, Claude Grange, je crois que quand on est médecin, normalement le médecin c'est celui qui prend soin, qui guérit, mais bien sûr, quand on est jeune, on ne pense pas forcément, même dans la formation, à la mort qui est vécue comme un échec. Et vous, comme jeune médecin, vous avez déjà rencontré dans votre vie qui va marquer au point d'orienter votre métier, la mort. Alors, vous dites qu'un médecin qui guérit, qui prend soin. Qui prend d'abord soin. Oui, mais malheureusement, le prendre soin, les médecins, on l'oublie peut-être un petit peu trop. On est devenu dans une médecine biomédicale aiguë hospitalière avec l'évidence base médecine très technicienne. Et donc le prendre soin, le care, par rapport aux cures, on l'a un petit peu oublié. Donc... Le médecin, il y a des malades aussi qui disent il m'a à peine parlé, il m'a même pas examiné, il m'a même pas touché, il a regardé que des radios et des scanners et des résultats d'analyse. Et donc on voit bien comment donc le malade devient un pancréas, un estomac ou un poumon, une pathologie, un cancer, mais le malade n'est plus une personne. Et ça, le prendre soin, on l'a un petit peu oublié. Donc, et heureusement qu'on a des équipes soignantes, aides-soignantes, infirmières, qui sont beaucoup plus dans le prendre soin que nous. Quand vous étiez jeune médecin, vous l'avez ressenti très fort, parce que d'abord, il y avait très peu de formation en ce sens dans l'étude de médecine, mais à ce moment-là, quand vous faisiez vos études, il y avait peut-être encore le toucher du malade qui a disparu après. Je l'ai ressenti très fort, et puis je dois dire, pour être très honnête, moi je faisais partie un petit peu de ces médecins-là, puisque moi j'ai commencé ma médecine par la réanimation, par la médecine triomphante qui guérit, et j'ai été sans doute ce médecin, peut-être un peu arrogant, ce médecin de la médecine triomphante, à vouloir à tout prix... voilà, on était dans quelque chose, on arrive, on va guérir, voilà. Et voilà, donc l'âge, les événements à la fois personnels, familiaux et professionnels confrontés à la mort de mes patients, eh bien tout ça, ça humanise quelque part. Oui. C'est-à-dire que vous avez vécu vous-même du côté de la famille face à la mort, donc vous avez tout à coup pris conscience que forcément, on était toujours 3, le mourant, la famille et le médecin. Donc, oui. Mais vous n'étiez plus le médecin à ce moment-là. Ouais. Il y a cette relation totalement triangulaire, et quelquefois, donc les médecins, c'est quand ils passent de l'autre côté de la vitre ou de la barrière, qui s'aperçoivent que voilà, il y a beaucoup de médecins, mais c'est quand même dommage que les médecins, il faut qu'ils soient touchés dans leur propre chair ou dans la chair de leurs proches pour peut-être changer de comportement ou d'attitude. Alors, il n'y avait pas d'unité de soins palliatifs à Oudan, donc vous avez créé... parce qu'au fond, on laissait le malade dans le service pour lequel il est hospitalisé, et puis on tirait des rideaux autour de lui quand quelque chose n'allait plus du tout, et c'était tout. Et même ça va plus loin que ça, quand
j'ai souhaité créer cette unité de soins palliatifs à l'hôpital de Houdan, ce qui est un hôpital de proximité, un hôpital local. La directrice du moment n'était pas du tout favorable à ce projet, parce que elle me disait, docteur Ange, vous vous rendez compte, ça va donner une image de notre hôpital, il va y avoir encore de plus en plus de morts, dans les statistiques c'est pas bon, ça va donner une image. Et on voit bien comment cette réticence vis-à-vis... Et alors vous l'avez convaincu peu à peu, comment est-ce que vous avez procédé ? Là, le problème, c'est qu'elle a été mutée pour un autre établissement et qu'il y a un nouveau directeur qui est arrivé et qui était assez favorable à cette démarche-là. Et donc, ça nous a permis de créer cette unité. Alors justement, quand on crée cette unité, vous êtes le chef de service, il faut que les médecins qui sont avec vous soient d'accord, puis les infirmières, puis les aides-soignants. Donc, avant de faire ça, vous êtes lancé comme ça ou vous avez dit... Non. D'abord, moi, si je me suis lancé, c'est à cause ou grâce aux soignants. Oui. C'est-à-dire que moi, c'est les infirmières qui me tiraient la blouse pour rentrer dans les chambres dans lesquelles je ne voulais pas rentrer. Et déjà, elle avait cette démarche-là. Vous ne vouliez pas entrer dans certaines chambres ? Parce que non, parce que moi je disais, attendez, là je suis un petit peu pressé, j'ai mes consultations, j'ai plein de visites, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Là, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Parce qu'au fond, le soin palliatif, c'est là où il n'y a plus rien à faire. Thérèse Vanier dit, les soins palliatifs, c'est tout ce qui reste à faire quand on pense qu'il ne reste plus rien à faire. Et c'est un petit peu donc les infirmières et les soignants, les aides-soignantes qui m'ont poussé un petit peu à changer, à rentrer dans les chambres. Et puis, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me forme pour acquérir quand même un peu plus de compétences. Parce que le médecin, il n'est pas à l'aise face à ces situations-là. Il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment le dire, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment faire. Donc ça passe forcément par une formation. Et elle existait, cette formation ? Alors, cette formation, elle existait à peine, puisque c'est Michel Salamagne, qui était une première présidente de la SFAP, qui a créé le premier DU de soins palliatifs en France. Et moi, je l'ai fait la deuxième année de son existence, en 91-92. Et le docteur Sicard était tout à fait pour ça aussi, oui. Donc, vous avez eu ce sentiment. Alors, quand on veut sensibiliser votre équipe, puisque quelle est alors, comment est-ce qu'on peut former ? Qu'est-ce qu'on forme ? Qu'est-ce qu'on dit ? Les infirmières, elles ne supportent pas de voir des malades hurler de douleur. Ça, oui. Déjà, c'est ne pas souffrir. Ça, voilà. Et ça, nous, on a été pendant très longtemps très frileux, très hésitants à utiliser les morphiniques par des peurs non fondées, de détresse respiratoire, d'accoutumance, de dépendance, alors que la morphine, on peut tout à fait augmenter les doses. La bonne dose, c'est celle qui soulage le malade. Et donc, il n'y a pas d'arrière-pensée à avoir. L'impérieuse nécessité, c'est de soulager le malade. Et Jean Leonetti le dit, même au risque d'abréger la vie du malade. À partir du moment où on donne de la morphine pour soulager, on reste dans le juste soin. Et au fond, la dignité humaine n'est pas de souffrir, comme on pensait souvent, avec des préceptes faussement chrétiens, j'allais dire. Oui, tout à fait. C'est de ne pas souffrir, en fait, c'est ça. Bien sûr. C'est de ne pas souffrir. Surtout avec les enfants, et je crois que très longtemps, nous avons dit, Catherine Paris, on reçoit un service qui s'occupe de l'enfant en train de mourir, face à la mort. Mais dans l'émission à 14h. Mais là, c'est éviter la souffrance en laissant le choix de la lucidité ou tout doucement. Ouais. Alors la souffrance, dans le mot souffrance, moi je préfère réserver le mot souffrance pour la souffrance psychique. Si. Voilà. Oui. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est la douleur physique. Et on préfère donc, d'un point de vue sémantique, garder le mot douleur pour la douleur physique et le mot souffrance par tout ce qui est psychologique, social et spirituel. Parce que quitter ses proches, quitter la vie, la souffrance, quelquefois, elle reste, mais on l'accompagne. Et cette souffrance-là, de quitter ses proches, la vie, on ne peut pas la gommer, sinon on shoot les personnes. Comme vous dites, ils sont plus lucides. Alors, c'est la douleur physique qu'il faut absolument
traiter. Et puis la souffrance psychologique, sociale, spirituelle, eh bien, on l'accompagne le mieux possible. Alors, au fond, c'est l'excellence du métier, puisque dans le soin, c'est éviter la souffrance, donc, enfin, le mal, la douleur physique. Donc, en fait, vous ne pouvez avoir que l'accord de l'aide-soignante, de l'infirmière. Enfin, bien sûr. Mais qui, elle, devine les moments où ça va ressurgir. Oui, moi je trouve qu'elles sont assez extraordinaires. C'est-à-dire que du juste soin, de l'écoute, de la bienveillance, elles font un métier assez extraordinaire. On devrait davantage les écouter avant de prendre nos décisions. Elles savent donc évaluer, elles connaissent bien donc les patients. C'est elles qui sont le plus souvent au quotidien de ces patients. Oui, et en plus, elles sont jeunes, donc en plus, elles le vivent, c'est d'autant plus fort. Il y en a pour certaines, c'est très difficile. Alors après, il y a le travail de ne pas faire des identifications projectives par rapport à leur propre histoire. Et là aussi, ça nécessite sûrement aussi pour ces soignants donc de faire des formations. Aussi que vous accompagnez. Alors, Claude Branche, il y a une grande qualité aussi, c'est que vous dites qu'il y a des bénévoles, donc dont l'association Rivage, qui accompagnent aussi ceux qui viennent rendre visite. Quelquefois, ça peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et donc, vous trouvez que les bénévoles qui s'impliquent totalement, qui ont reçu une formation à l'association Rivage, par exemple, doivent pleinement assister aux réunions avec le corps médical. Moi, je suis un petit peu assez isolé dans cette façon de faire, même dans le mouvement des soins palliatifs, mais je ne le regrette pas. J'étais un des chefs de service, en effet, qui accepte que dans les réunions d'équipe, les bénévoles soient présents. Pourquoi ? Parce que je trouve que maintenant, de plus en plus, on a médicalisé la mort, alors que la mort est un événement personnel, familial, social, avant d'être un événement médical, et que je trouve que la présence de la société civile, de personnes qui ne soient pas des blouses blanches, est tout à fait utile pour avoir un regard extérieur sur nos pratiques. Donc voilà, moi je trouve qu'on est là dans un secret médical partagé, et moi j'ai jamais eu à regretter le fait que les bénévoles participent, et en tous les cas, le fait qu'ils participent, ça crée vraiment donc une unité entre les soignants et les bénévoles et une grande harmonie. Et en tous les cas, ils sont très contents de ça. Et puis ce sont ceux qui viennent de l'extérieur de la vie, d'ailleurs, de la vie quotidienne. Mais je voudrais vous dire aussi, donc je rappelle notre téléphone 01 45 72 6000 si vous souhaitez poser des questions. Je rappelle aussi Youdou Oudan, votre Yodo Oudan, Yodo Oudan, et puis cg-form.com pour votre site. Mais et puis Rivage, l'association Rivage, l'association Véronique Lévesque, au 06 10 04 13 30. Mais surtout, quand vous avez les familles, vous allez être toujours là quand la personne n'est plus de ce monde. Est-ce que vous l'accompagnez aussi après ? Parce qu'au fond, on voit tout à coup le médecin disparaître, un mot, et puis il est très occupé, bien sûr, mais au fond, c'est lui qui peut peut-être expliquer, raconter. Est-ce que vous considérez que ça fait partie aussi du travail ? Et ça, c'était une... nous, on avait sous-estimé, en créant cette unité de soins palliatifs, le temps qu'on devait passer avec les familles. Avant, quand il y avait un de mes patients qui décédait, rarement je téléphonais ou j'allais revoir les personnes. Avec l'unité de soins palliatifs, moi, même si la personne n'est pas décédée quand j'étais présent, je ne pouvais pas ne pas rappeler les familles, les revoir, rediscuter et avoir une relecture de ce qui s'est passé. Donc nous, à chaque fois, on reçoit les familles, quand les personnes sont décédées, pour débriefer, pour... la psychologue propose un suivi de deuil jusqu'à 1 an après le décès d'une personne. Et puis, aux fêtes de fin d'année, à chaque fois, on écrit un courrier aux familles référents pour leur dire « Nous n'avons pas oublié votre proche qui est décédé d'un jour. Si vous souhaitez revenir dans notre unité pour en discuter, nous sommes tout à fait... » Ils reviennent ? Et il y en a beaucoup qui reviennent. Oui. Comme avec quoi, des chocolats et puis des petites...
Oui, comme quoi. Surprise. Voilà, c'est ça que je trouve très beau. Hein, c'est que vous êtes le médecin. D'ailleurs, autrefois, c'était celui qui faisait plusieurs générations, qui savait qu'il avait accompagné le grand-père, la grand-mère, les parents. Enfin, vous recréez. Là, c'est avant, pendant et après. Oui. Et quand vous avez, et en même temps, vous avez le malade qui lui, alors, le secret justement. Qu'est-ce qui se passe si vous avez la famille qui demande, et vous le disiez bien combien elles tiennent à ce qu'on maintienne en vie coûte que coûte, enfin devant, et le patient qui désire, est-ce qu'il faut que ce soit vous qui l'expliquiez aux familles ? Les familles, elles ont besoin d'attention, de disponibilité et d'explication, et d'explication. Les familles, elles ont besoin qu'on leur explique pourquoi on fait les choses et pourquoi on ne les fait pas. Et si on ne va pas au-devant, eh bien, il peut y avoir des drames. Il faut anticiper les bombes à retardement qui risquent de nous venir en pleine figure. Quand on voit une famille, une épouse qui est là en permanence, qui veut absolument donner à manger et à boire, alors qu'on est plutôt il fait des fausses routes, que c'est pas souhaitable, il faut absolument recevoir cette famille pour lui expliquer pourquoi, et cheminer avec elle. Et elles comprennent, mais il faut absolument prendre du temps et leur expliquer. Et ça prend beaucoup de votre temps. Beaucoup de temps. Et je vais dire, bien au-delà du temps réglementaire de la vie du médecin. Il faut... Au-delà du temps qu'on pense qu'on avait à s'occuper que des malades, mais je crois qu'en soins palliatifs, on ne peut pas prendre en charge un malade sans prendre en charge son environnement proche. Oui, on sent combien c'est votre vie aussi, enfin, d'accompagner ce rappel et ce moment, surtout que le mot palliatif, est-ce qu'on n'aurait pas pu... D'où est venu ce mot palliatif ? Parce que je trouve que c'est peut-être pas... Oui, mais quoi qu'on trouve comme mot, il y aura toujours un problème parce qu'on associera ce mot à mort. Et donc, c'est la représentation qu'on a dans les soins palliatifs. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que quel que soit le mot qu'on emploie, si on parle simplement de soins de confort, c'est peut-être mieux. Non, mais quand on sait que le soin de confort, c'est des équipes qui accompagnent des personnes qui vont mourir, on va faire voilà. Je ne sais pas s'il y a de bons mots. Oui, non, certainement pas. Non. Mais je veux dire aussi cette idée aussi que, je me rappelle, le professeur Sicard disait bien, le soin palliatif, ça peut commencer quand quelqu'un, même à 50 ans, a un cancer et tout, et qui va encore survivre, mais ou un jeune, très jeune aussi. C'est sûr que les soins palliatifs, ce n'est pas seulement la personne âgée. La phase terminale et agonique et de la personne âgée. Non. Les soins palliatifs commencent dès l'annonce d'une maladie grave où on sait très bien que le pronostic vital est engagé. Donc c'est peut-être différent aussi, c'est un accompagnement sur une longue durée en fait qu'on propose aussi. Il y a des maladies neurodégénératives, des SLA, des scléroses en plaques où il y a des accompagnements de très longue durée. Et qu'on ne pense pas en fait, que quand quelqu'un a une sclérose en plaques, par exemple, il relève déjà d'un accompagnement. Parce qu'il n'y a pas de traitement curatif. Tant que toutes les maladies chroniques où il n'y a pas de maladie ou de traitement curatif, on est dans le palliatif. Vous persuadez vos collègues peu à peu dans d'autres services, parce que au fond vous avez un joli sourire pour dire ça, mais parce qu'au fond c'est beaucoup plus important que ça n'en a l'air en fait. On essaye, c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que ça passe par la formation initiale. Je veux dire que il ne faudrait pas que la seule médecine curative confisque donc la médecine palliative, la médecine humaine, la médecine compassionnelle. Je veux dire que de penser qu'on pourra tout guérir, oui, la médecine a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore plein de maladies qu'on ne peut pas guérir et il est important que les médecins et les soignants soient présents dans ces moments-là. Les bénévoles qui ressentent fort ce besoin aussi de participer, d'être écoutés elles-mêmes par le médecin. C'est important. Il y a des équipes de bénévoles qui sont très en souffrance dans des équipes où ils ont l'impression de ne pas être quelquefois acceptés et mis de côté. Voilà. Et nous, c'est une grande chance d'avoir eu
un partenariat très... Et vos aides-soignantes, vos infirmières, elles restent longtemps en soins palliatifs ou elles ont tout à coup besoin de repartir dans la vie, j'allais dire, où on guérit facilement, quoi. Curieusement, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de turnover très important. Je veux dire qu'il y a une telle qualité dans la prise en charge, le fait qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire, que le rôle de chacun est accepté et compris, et respecté. Moi, je dis souvent, donc les infirmières et les aides-soignantes, elles ne sont pas exportables. C'est-à-dire qu'elles vont ailleurs et quelquefois, c'est une catastrophe. Oui. Ou alors, oui, c'est ça. C'est parce que c'est la médecine essentielle qu'on rencontre avec vous. Enfin, je veux dire, fondamentale. On essaye. Alors, je rappelle, votre conférence, on le redira, mais gardez cette date, parce que dans un mois, ça va toujours très vite. Le mardi 7 mars, pour vous rencontrer, vous écouter à Versailles, nous le redonnerons. Je donne aussi le téléphone de Rivage à la personne de Véronique Lévesque qui coordonne les demandes, au 06 10 04 13 30, si vraiment vous le sentez que ça peut, quel que soit votre âge, intéresser comme type de travail et surtout comme formation. Il y a un rêve que vous voudriez dans votre métier, voir une possibilité d'amélioration, que les étudiants en médecine actuellement aient une formation plus sérieuse. Ah oui, moi, c'est que dans la formation initiale des médecins, donc que la médecine palliative ait une part importante. Et donc, est-ce que dans les réformes médicales envisagées toujours, on en parle ? Je fais partie du collège des médecins enseignants et quand on a fait le tour de table, on s'aperçoit que les doyens sont pas très favorables à laisser des heures pour ce type de médecine. Oui, mais les doyens, c'est en général une personnalité tout à fait confirmée, mais d'un certain âge, et les plus jeunes médecins qui rentrent. Moi, ma grande satisfaction, c'est qu'on a eu des internes en médecine dans nos unités, dans nos équipes, et elles ont trouvé à chaque fois leur stage assez extraordinaire. Et c'est l'appréciation de ces jeunes médecins qui sont venus travailler avec nous et qui ont gardé là vraiment quelque chose de très très fort. Je n'ose dire, mais j'aimerais vous avoir comme médecin, parce que je trouve que cet équilibre, où on voit bien que ça a reposé sur votre propre expérience de la vie et de la mort. Donc vraiment, merci de tout cœur, et vraiment, bravo c'est impressionnant. Merci.